J'étais en train de fouiller parmi mes archives et je suis tombé par hasard sur une vidéo que j'avais tournée il y a quelques années qui était une réflexion à propos de l'ego et de la relation entre l'ego et la force ou la faiblesse en règle générale. J'ai toujours voulu être sage, être ouvert d'esprit, intelligent, être fort aussi, dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement. Ça fait partie du fait de grandir pour moi. J'ai toujours voulu suivre mes valeurs. Et donc j'ai choisi la route la plus compliquée dans la vie. J'étais en train de retracer le fait que depuis que je suis tout petit, je suis très séduit par l'idée de poursuivre un certain type de sagesse. Et j'en ai toujours été assez fier. Seulement dernièrement, avec le fait que, j'arrive au milieu de ma trentaine, et je me rends compte que tout ça, en fait, ça n'a pas vraiment payé comme j'espérais que ça allait payer. Le premier grand but de la vie, c'est survivre. Survivre, ça veut dire répondre aux besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, dormir, faire ses besoins, respirer, ce genre de choses. Le deuxième grand but de la vie, c'est se reproduire, perpétuer la vie. Et perpétuer la vie, d'un point de vue strictement biologique, ça veut dire surtout perpétuer un code génétique, finalement. Et un code génétique qui permet d'avoir une certaine capacité de survie dans un milieu naturel donné. Mais avec une certaine capacité intellectuelle, avec une certaine intelligence, une certaine conscience psychique, la vie commence à développer d'autres raisons de vivre et de se reproduire. Ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'est l'homme dans sa part la plus secrète, celle qu'il développerait indépendamment des autres hommes, pour peu que ce soit pensable. On ne sait pas, en fait, si l'homme seul est encore vraiment humain. On ne sait pas s'il est strictement animal. On ne sait pas comment il est. En l'occurrence, peut-être accumuler du savoir, transmettre ce savoir, un savoir qui permet de survivre, mais aussi peut-être de dépasser. Et peut-être que le mot n'est pas correct, mais parce que ça serait sous-estimer un petit peu la nature, mais dépasser cette simple condition de survie pour atteindre autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? Ce sont différentes disciplines, comme la philosophie, l'art, la science, la politique, ce genre de choses. Peut-être est-ce là la différence entre vivre et exister. Exister, c'est simplement le fait d'être en vie et de laisser aller la vie en survivant, et pas beaucoup plus que ça. Vivre, dans un sens symbolique, c'est peut-être dépasser le simple fait d'exister et essayer d'atteindre quelque chose de supérieur. Et ce quelque chose de supérieur, ou une forme de ce quelque chose, c'est ce que j'ai poursuivi durant une grande partie de ma vie. Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par ce genre de choses. Essayer de s'améliorer soi-même, pour ça il faut se remettre en question. Essayer d'atteindre quelque chose, de se rendre compte de ce qu'on fait mal, essayer de le corriger et essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et sur cette route, alors je ne dis pas que je suis allé très loin, ça serait prétentieux de ma part, en tout cas j'ai fait un petit peu de chemin, modestement. Et sur cette route, il m'est venu une réalisation, assez tardivement d'ailleurs. Je me dis à quoi ça sert d'avoir d'avoir fait tous ces efforts pour être ouvert d'esprit, avoir des idées, avoir des valeurs, se tenir à ces valeurs, faire des choix difficiles, avoir vécu des choses, rencontrer des gens, ouvert mon esprit à de nouvelles idées, fait des trucs physiques que peu de gens pourraient faire. C'est peut-être pas la bonne façon de penser, parce que ce que je suis en train de dire en gros, c'est que j'aurais voulu que ça plaise à d'autres. Et ça, c'est mon côté lion, ça. Toujours la volonté d'être devant la scène. Étant petit, j'avais beaucoup d'ego. J'ai essayé de beaucoup changer parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout la bonne voie, évidemment.
devenir plus humble. On peut remarquer que beaucoup de personnes qui cherchent également à atteindre une certaine forme de sagesse, en tout cas qui sont sur cette route, se rendent compte qu'il y a des mots qui reviennent souvent. Amour, compassion, écouter plutôt que de parler, observer plutôt que d'agir, ce genre de choses. Finalement, une forme de vie plus passive, mais à travers cette passivité, essayer de transmettre un message. Je me rends compte que les grandes gueules attirent plus d'attention que moi. Par exemple, bon, c'est une position difficile, mais j'ai un ami, maréchal Ferrand, un bon ami sur qui je peux compter et tout, un mec bien. Je pense pas qu'il fasse du bon travail. La sagesse par la démonstration d'un exemple. Et cet exemple, des fois, c'est le sacrifice de soi. Et justement, en parlant du sacrifice de soi, il y a eu mille et une façons d'enseigner la sagesse à travers l'histoire de l'humanité, en tout cas l'histoire qu'on connaît. Beaucoup d'entre elles, si on lit un petit peu entre les lignes, disent à peu près la même chose. Ce sont les mêmes principes fondamentaux qui reviennent. Je m'intéresse à beaucoup d'entre elles, mais particulièrement à une discipline qui s'appelle l'alchimie. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, donc je peux pas le dire ouvertement ça. Je pense qu'il est super gentil, il est là quand j'ai besoin de lui, je suis là quand il a besoin de moi. On s'entraide, c'est super, c'est génial. Un ami quoi, un truc assez rare, un mec bien avec quelques valeurs que je respecte, pas toutes, mais bon, c'est pas possible, hein. Mais quelques valeurs que je respecte, des valeurs importantes. Et ce mec-là, en fait, dans son travail, il a plus de reconnaissance que moi, parce qu'il a de la gueule. Dans quel monde vit-on pour que les grandes gueules aient plus de reconnaissance que les gens qui font du bon travail mais qui essaient de rester humbles? Et dans l'alchimie, on dit qu'il faut mourir avant de se transformer. Enfin, et d'ailleurs, pour se transformer, il est essentiel de mourir. Alors, je le dis de façon assez vulgarisée, autrement dit non codée, mais c'est encore symbolique. Quand on dit mourir, c'est pas mourir, et quand je parle de se transformer, c'est pas véritablement se transformer, c'est une transformation intellectuelle. C'est une route vers la sagesse. Et mourir, ce que ça veut dire, ce que ça symbolise, c'est la mort de l'ego. La sagesse, l'humilité, la compassion. Dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde américain, capitaliste, c'est pas le genre de mentalité qui gagne. Ce qui gagne, ce sont les grandes gueules, qui n'ont pas forcément de talent, qui n'ont pas forcément de... Ce qui compte, c'est l'emballage, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur du paquet cadeau. Et donc ça, c'est une chose que j'ai compris assez vite. J'ai pas fait semblant d'être humble. J'ai essayé de vraiment changer ma mentalité, devenir humble. Il s'agit de transformation fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se persuader ou de faire croire aux autres qu'on a changé, il s'agit de changer soi-même, profondément. Ce qui se passe dans le processus mental, c'est que à jouer la personne forte, on devient fort, on devient très fort mentalement. Même s'il n'y a pas forcément cette force derrière, le fait de faire croire qu'on est fort nous fait devenir fort. Avec l'ego, ce dont je me rends compte avec le recul, vient une forme de confiance en soi aveugle. Et cette confiance en soi aveugle, elle a deux tranchants, comme beaucoup de traits de caractère. Il y a toujours une balance, du positif et du négatif, et tout dans la nature est comme ça, il y a un compromis à faire. Il y a toujours un mélange de noir et de blanc, rien n'est noir ou blanc. Ce sont toujours des nuances de gris. Et dans ces doubles tranchants, qui vient avec l'ego, dans ce cas de positif, il y a une énorme confiance en soi, une certaine sûreté, et donc ça, c'est une force qui nous permet d'avancer, de braver beaucoup d'obstacles. Le problème qui vient avec ce trait de caractère, c'est qu'on ne s'en remet pas en question. On ne s'en remet pas en question, on n'a pas d'empathie, tout est à propos de soi, on peut vite se retrouver seul dans ce genre de poursuite, et à être trop sûr de soi, on risque de se prendre un mur, mais non seulement de se prendre un mur, mais en plus de se prendre ce mur plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas de remise en question. Donc quand on fait une erreur et qu'on ne comprend pas, ou qu'on n'essaie même pas de comprendre,
Pourquoi on a fait cette erreur? Pourquoi est-ce qu'on s'est pris un mur à ce moment-là? Eh bien, on risque de reproduire cette même erreur. C'est dans l'apprentissage de ce qu'on a fait mal qu'on peut éventuellement contourner le problème. Mais la réalisation que l'ego peut être une force n'est même pas venue comme ça. C'est en abandonnant cet ego, pas totalement, mais en m'en départissant petit à petit, que je me suis rendu compte que là aussi, c'est à double tranchant. Dans le processus mental, quand on essaye de devenir plus humble, on devient aussi plus sensible, on devient aussi plus touché par les choses. Eh bien, on devient en quelque sorte plus faible. Ça ne me détourne pas de mes idées, de mes convictions. Je crois toujours en moi, en mes idées, en mes actes, mes choix. Mais en devenant humble, en fait, en ouvrant son esprit, on remet tout en question, on devient moins sûr de soi, pour de bonnes raisons, parce qu'on met tout en doute. Mais je veux dire, pas parce qu'on manque de confiance en soi. Au contraire, parce que l'expérience nous dicte que quand on est sûr de soi, non seulement on risque de se planter, et on va se planter tôt ou tard, mais on peut faire aussi planter d'autres personnes. Je suis beaucoup plus sensible à la souffrance d'un animal ou d'un enfant. Finalement, tous les êtres vivants et ça c'est mon auto-analyse en tout cas, tous les êtres vivants qui ont une forme d'innocence, de pureté, je suis beaucoup plus sensible à leur souffrance qu'à l'être humain que je trouve, comme disaient les Amérindiens à propos des colons, malade psychologiquement, perverti par une forme de pensée que je trouve maladive et dangereuse. Je me dis toujours que la vie d'un animal a beaucoup plus de valeur que celle d'un être humain, en dépit du fait que c'est pas mon espèce, parce que l'animal va jouer un rôle sur Terre qui va être beaucoup plus positif, beaucoup moins néfaste que l'être humain en général. Je veux dire, en règle générale, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de notre existence? C'est beaucoup de destruction, beaucoup d'exploitation et très peu de travail. Alors il y en a eu, si vous étudiez beaucoup de civilisations autochtones, toutes n'étaient pas en guerre et violentes et perverties par une forme de pouvoir, d'argent, de domination des autres. Il y a eu énormément de civilisations non seulement avancées, mais aussi, puisqu'elles vivaient en autarcie, elles vivaient aussi en symbiose en quelque sorte avec la nature, l'environnement, le reste du vivant finalement. Nous, les Kogi, nous sommes frères. Nous aimons bien partager. Si l'un d'entre nous est seul dans un coin, s'il n'a rien, c'est triste. Quand il n'y a pas trop à manger, on partage, pour pas que l'un ait tout et l'autre n'ait rien, qu'il souffre ou qu'il ait faim. Nous sommes ensemble, les jeunes, les anciens, les enfants, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. En partageant, nous ne nous disputons pas, nous ne parlons pas mal les uns des autres, c'est ce que nous pensons. Donc il y a eu des êtres humains qui ont montré une forme de sagesse, ou en tout cas d'absence de cette maladie qu'aurait l'humain, qui est l'obsession pour la domination des autres, la quête de richesse, de pouvoir, etc. C'est à devenir fou, parce que si on atteint son but, si on arrive à devenir tout puissant et acquérir toute forme de richesse, on est complètement seul. Il y a un moment où il y a cette nature sociale de l'être humain qui ressurgit et on se dit j'ai atteint quelque chose, je suis supérieur à tout le monde, plus personne ne peut m'atteindre, mais tout ça finalement c'était de la peur des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être maltraité. Maintenant que j'ai atteint tout ça et que je suis hors de danger, je me rends compte que j'aimerais bien m'intégrer dans un groupe et partager quelque chose. Parce que voilà, on peut avoir les meilleurs repas du monde,
tôt ou tard, on va se lasser de cette nourriture parce qu'on ne la partage pas. Les 3 personnes qui sont en face de vous sont les 3 Indiens Kogi, représentants de la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si étaient devant vous 3 Mayas ou 3 Incas dont la société n'avait pas bougé, ou en tout cas n'avait pas été déstructurée depuis 3 ou 4 000 ans. Et quelque part, c'est une chance unique que nous avons aujourd'hui de pouvoir tenter un dialogue entre notre modernité et puis leur tradition. Finalement, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement à se dire ? Il y a une seule loi de la nature, qui est la même pour tous. À la création du monde, la mère, l'esprit des choses, a confié la vie à ses enfants. C'est une responsabilité. C'est en ça que je pense que cette poursuite de domination des autres, vouloir être au-dessus, vouloir être plus riche, plus fort, vouloir se protéger, finalement créer un bouclier, plutôt que simplement de se dénuder et de s'intégrer. C'est pour ça que je pense que c'est une maladie, parce que la finalité, il n'y a pas de finalité à ça. Hein. Tandis que lorsque on développe un autre type de richesse, hein, lorsqu'on poursuit un autre type de richesse, qui est justement la transmutation mentale, la recherche de sagesse, essayer d'être quelqu'un de meilleur, essayer de construire une communauté, essayer de vivre avec son environnement et pas contre, c'est une poursuite qui enrichit l'âme en quelque sorte. You made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. J'ai l'impression que c'est difficile de suivre des valeurs que plus personne n'admire. C'est peut-être ça le truc. Et on a tout à gagner à ça, la vie en communauté, parce que certes, ça crée une dépendance à l'autre, mais cette dépendance, elle, encore une fois, elle est à double tranchant, parce que vous dépendez des autres, mais dans cette dépendance, il y a de la beauté. C'est une communauté où chaque personne a un rôle, a une place. Et cette place, il n'y a pas une place qui est moins importante que l'autre. Quand je parle de cette idée, je pense beaucoup à l'artisanat. Vous avez le forgeron, qu'on considère comme étant l'artisan des artisans, qui construit les outils pour les autres artisans. Le forgeron, il aimerait bien manger peut-être un petit peu de pain. Donc il a besoin du boulanger. Et puis on pourrait en dire autant d'une relation, de belle dépendance entre un ébéniste, un maçon, etc. Donc il y a ce genre d'interdépendance qui est absolument magnifique. C'est important, je pense, de ne pas aller vers les extrêmes et de toujours chercher un juste milieu. C'est-à-dire que dans cette communauté, on ne va pas chercher l'ultra-spécialisation, on ne va pas chercher non plus l'autonomie totale. S'il y a autonomie totale, plus personne ne dépend plus de personne, et à ce moment-là, ce système social qui est magnifique s'écroule. Alors, tout le monde sait tout faire, pas très bien, hein, parce qu'on ne peut pas savoir tout faire excellemment. Pour être excellent quelque part, il faut se spécialiser, et plus on est spécialisé, plus on devient bon potentiellement, mais plus on devient dépendant aussi des autres. Donc il y a cette relation un petit peu entre indépendance et dépendance. Il faut trouver un juste milieu. Vous voulez, en tant que personne qui intègre une communauté, vous rendre un petit peu dépendant, mais pas trop, parce que par exemple, si le boulanger tombe malade, il faut que vous sachiez faire un pain qui serait peut-être pas aussi bon, mais sachez faire un pain. Mais laisser le boulanger faire le pain alors que vous savez très bien en faire, ça crée cet esprit de communauté. Hein. Si vous commencez à dire « moi j'ai pas envie de donner d'argent au boulanger, je vais faire mon propre pain et me débrouiller tout seul »,
eh ben, peut-être que vous allez y arriver, et puis vous êtes peut-être prêt à sacrifier un petit peu de la qualité de votre pain pour ne pas avoir à payer le boulanger, mais vous exterminez cette profession de boulanger. Donc il faut savoir que vous participez à l'extinction de cette profession, et que si vous continuez sur cette route et que plusieurs personnes font la même chose, moi c'est ce qui est en train d'arriver dans le milieu de la maréchalerie. Je vois de plus en plus de personnes qui taillent les sabots de leurs chevaux elles-mêmes. Et je me dis, vous êtes bêtes, parce que le jour où il y a un problème grave, et qu'il va vous falloir un professionnel, ben, il n'y en aura peut-être plus, parce que vous êtes en train d'exterminer la profession. Ce qu'il faut, c'est accepter de payer ces personnes, de donner de l'argent, pour avoir un retour, et pour avoir cette interdépendance de la communauté. Mais je me rends compte que je divague complètement du sujet que je voulais aborder. Revenons à l'ego et à la relation entre l'ego et... Enfin, la question c'est, est-ce que la perte de l'ego rend faible? C'est bien de vouloir aller vers les autres, donner avant de recevoir, d'ailleurs donner sans avoir l'intention de recevoir, parce que si vous donnez en vous disant « j'espère que je vais recevoir », premièrement, vous risquez fort d'être déçu dans le monde dans lequel on vit, parce que les gens sont habitués à avoir des choses gratuites ou pas chères. On perd cet esprit de communauté, de partage, et donc il y a de grandes chances pour que vous ne receviez pas si vous donnez. Mais en plus de ça, avoir l'intention de recevoir si vous donnez, c'est ne pas avoir la bonne philosophie. Hein. C'est piéger votre esprit dans une mentalité qui est malsaine. Si on revient à ce principe qu'on va retrouver dans beaucoup de religions, cultes, philosophies, etc., et notamment, comme je le disais, l'alchimie, pour vous transformer, il faut accepter de mourir. Et donc, pour aller vers la sagesse, il faut accepter de donner, de se donner, soi, sans espérer que quelqu'un contrebalance l'opération. C'est un don de soi gratuit, et il faut que ça soit gratuit. J'en suis pas encore là, loin de là, et je suis tombé dans ce piège de espérer qu'en donnant, j'allais recevoir. Mais pour être honnête, c'est pas tant pour recevoir. Ce que je me dis, j'espérais au fond de moi qu'il y avait encore cet esprit de communauté quelque part. J'ai été très déçu lors de certaines petites crises que j'ai connues durant mon existence, minimes par rapport à ce qui est arrivé dans l'histoire, mais je pense par exemple à des moments durant lesquels il y avait des pénuries de pétrole, enfin en tout cas sous forme d'essence pour les véhicules, où je me disais, bon, il y a moins de ressources, donc tout le monde va s'entraider. Ben non, c'est tout le contraire. Plus on entre dans une crise, et plus les gens sont individualistes. Et je m'étais toujours posé la question, je me disais, oui, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais il y a toujours une partie de soi qui espère que ça aille dans l'autre sens, dans le sens de la communauté de l'entraide. Et lorsqu'il y a eu le Vaucide 91, je me suis dit, oh, c'est génial en fait. On va tuer l'industrie, on va recréer des systèmes de commerce très locaux, et on va redonner vie à l'humanité. C'est arrivé très brièvement et très rarement dans certains endroits. Et puis dès que c'était fini, les gens sont revenus à leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes, et d'autant plus fort. En règle générale, c'était surtout la bataille, une grande bataille individuelle, quoi, finalement. Ce qui n'a aucun sens stratégiquement. Plus on est en crise, et plus on devrait s'entraider. Hope Road was always swarming with people, and for the same reason. Looking for an opportunity, looking for some money, looking for a handout, need a job, my children's school fees, on and on and on. You have lines every day at Hope Road. People from all walks, they bring the baby, they bring the kids, and you have long lines, and you just hand out. And he doesn't just give like pittance, you know, he'll give you enough. You can start something, you know. I understand that writers and people in the press are very concerned about my health. I want to say thank you for your interest, and that I'll be all right, and I'll be back on the road again in 1981. Recording, performing,
with the fans we love. Beautiful. You know, Bob talking to you, don't have no doubt. See? Good. I think people then started going after his wealth. I think that it become a bloodthirsty type situation where people knew he was going to die, and they just surrounded him. He's not the type of person who would say, no, okay, I leave this for Ziggy, so that, you know, like divide up and, okay, what should I leave for Seiko and Nevland, Carly, and that's not Bob. But the Bob I know, by leaving it open like that, everybody revealed who they really were. Donc, pour revenir à cette histoire d'ego, décidément, je vais pas beaucoup suivre le fil principal de mon histoire. J'ai l'impression que... Je veux dire, là où je veux en venir, c'est que... Je sais pas très bien là où je veux en venir, à vrai dire. Parce que moi aussi, je suis en train de parcourir cette route vers la sagesse, et je pense que je suis loin d'être arrivé à destination. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de destination, mais ce qui est intéressant, c'est la route et les obstacles surtout. Enfin, disons les défis plutôt que les obstacles. À essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation, j'ai l'impression que l'ego et la sagesse, ce sont deux extrêmes, et que les deux ont leurs forces et leurs faiblesses, et qu'il faudrait essayer de trouver un juste milieu. C'est peut-être là où je veux en venir. Parce que je pense que l'ego est une chose qui a sa raison d'être, à partir du moment où on sait l'utiliser correctement, c'est comme toute autre chose. L'ego, c'est ce qui nous permet de survivre. Je ne pense pas qu'un être humain puisse se départir entièrement de son ego. Parce que, une chose très simple, pour manger, on a besoin d'ego. On a besoin d'une certaine forme d'ego. Parce que manger, si on décortique un petit peu le processus, manger, c'est... Pour rester en vie, il faut manger de la vie. C'est le principe. C'est-à-dire que plus que vous mangez, ce que vous ingérez est vivant, alors en règle générale, hein, parce qu'il y a des choses vivantes qui sont toxiques, mais lorsque c'est ingérable pour vous, plus que vous mangez est vivant, et plus vous allez rester en vie, avoir de la vie et être en vie. Prenez un fruit par exemple. Lorsque vous cueillez un fruit, alors je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais je crois que dans les quelques secondes qui suivent, le fruit perd énormément de ses vitamines et de ses nutriments. Hein. Et plus vous attendez, et moins le fruit est nourrissant. Il en va de même pour la viande, pour des légumes, voilà, pour rester en vie, il faut ingérer quelque chose de vivant. Et donc, pour manger quelque chose qui est le plus vivant possible, vous avez besoin d'arracher de la vie, vous avez besoin d'être égoïste. Hein. Alors, on va sentir peut-être un peu moins d'empathie envers tout ce qui est végétal. Et moi, je pense que c'est une erreur, c'est une forme de vie. Et elle a sa place au même titre que beaucoup d'autres formes de vie. Donc pourquoi avoir moins d'empathie pour une plante? Je pense que c'est simplement parce qu'on les comprend moins bien. Donc voilà pour ce qu'on est de la réflexion du jour. You see, I personally know my heart can be hard as a stone and yet soft as water. À bientôt pour de nouvelles aventures, les enfants. Pas mal. Bon. Ça fait quand même pas mal de temps, avec 41 minutes que je fais.